Bonjour, on est à Ball Don't Lie, l'émission numéro 6. Aujourd'hui avec Igor Rugema, qui s'occupe présentement, qui était le fondateur en fait de l'académie de basket d'Alma et de Thetford, maintenant que c'est Thetford. Et on va parler avec lui aujourd'hui, voir un peu son passé, voir un peu pourquoi il a fait ça et dans quelle direction ça va présentement. Première chose avant tout, est-ce que tu as eu le temps d'écouter la game hier de Oregon contre UCLA? Oui, j'ai eu le temps d'écouter la game. Ouais, l'as écouté au complet? Ouais, j'ai écouté au complet. Ok. Comment, en général, comment tu as trouvé la game avant de parler de Chris? Là? Comme j'ai dit, la manière, comment ils ont commencé le match, je pense qu'ils étaient en contrôle. Je pense qu'à un moment donné, au niveau de leur coaching style, ils sont mis dans une zone de confort, ils ont arrêté de faire les choses qui fonctionnaient. Permis à UCLA de reprendre confiance et puis de justement prendre l'issue du match. Ils ont une bonne équipe, par exemple, à Oregon. Là. J'ai vu, comment il s'appelle, Dylan, c'est un Canadien, en fait, c'est ça? Ouais, un gars de Toronto. Ouais, puis lui, c'est un gars, est-ce que c'est un gars qui a grandi à Toronto tout le temps? Ouais, exactement. C'est un gars qui a tout fait à Toronto, sur ses dernières années de prep school. Il est allé aux États-Unis à Findlay Prep. Où? À Findlay Prep. Okay. C'est un gros programme à Las Vegas. Ok. Exactement, il a fait ces années là-bas. Ouais. Ok, ça marche. C'était un baller, lui. Là. J'étais comme hier, j'ai écouté la game, j'étais comme wow! Comment t'as trouvé le fameux Lonzo Ball? C'est un talent, c'est vraiment un des meilleurs gardes dans la game college ball en ce moment. Juste comment il est capable de changer le rythme de la game, il comprend le pace et c'est juste un gars qui sait jouer au basket. C'est fou, hein? Ouais. Genre, sérieusement, là, c'est comme. Ça doit faire, là. Ça fait longtemps que je suis ça, là, mais ça fait 15 ans que j'ai pas vu un joueur comme lui. Je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup le college game, la NCAA. Depuis un petit bout, j'ai arrêté de la suivre. En fait, j'ai regardé beaucoup la NBA. Mais il y a quelque chose quand je regarde. Je l'ai vu jouer 2 fois maintenant. Puis hier, j'ai checké la game au complet. Je me suis réveillé ce matin, j'avais enregistré pour voir la fin. Parce que c'était un petit peu tard pour moi avec les enfants. Fait que ce matin, avec les enfants déjeunant, eux ils déjeunaient, puis moi j'écoutais la game. Puis j'ai trouvé que Lonzo Ball était excellent. Là. C'est comme un nouveau prototype de point guard qui va passer le ballon. On dirait qu'il s'en fout du nombre de points qu'il fait, mais tout d'un coup, qu'il reste 2-3 minutes dans la game, c'est comme juste, alright, money ball. Tu sais, puis j'ai trouvé ça, il y a un de ses moves qui a fait des crossover à la fin de la game, up and under un peu dans le trafic. Le gars, tu sais, il est sérieux. Tu sais, c'est le genre de joueur, sérieusement, si t'aimes pas jouer avec ce joueur-là dans ton équipe, t'aimes pas le basket. Tu sais, c'est un point guard parfait là, pour n'importe quelle équipe présentement. NBA, tu joues avec ce gars-là, il te met la balle sur le piton, genre, tous tes shooters, tout le monde est satisfait, puis lui, il va avoir ses petits points tranquillement. Tu sais, je serais même pas surpris qu'il rentre dans la ligue, dans la NBA, puis qu'il fasse des fois, je le regardais hier, je me dis, il va faire des games de 20 assists. Ouais. Tu sais, dans la NBA, parce que dans la NCAA, des fois, je pense qu'il est quand même bon les assists déjà, il est comme 2e de la ligue. Exactement, oui. La ligue, du genre. La nation. La nation, disons. Mais c'est ça, je me suis dit, je le regardais jouer, puis j'ai dit, dans la NBA, avec des gars qui sont capables d'allumer, puis de shooter quand ils sont open, puis tout ça. Puis la façon qu'ils comptabilisent aussi les assists à NBA sont très généreux des fois. Mais il va faire 20 assists, là. T'as défoncé. Fait que compte-moi un petit peu, là. Ah ouais, puis c'est ça, puis comment t'as trouvé Chris un peu Boucher qui t'a coaché dans le fond, toi? Tu l'as coaché pendant combien d'années? Dans le fond, nous, on l'a eu 1 an allemand. Okay. Puis après ça, chaque été, quand il revient au Québec, on a la chance de travailler avec ouais. lui. Fait que, ouais, je pourrais dire, ça fait 4 ans depuis qu'on l'a rencontré puis a commencé à travailler avec lui. OK. Puis comment t'as trouvé son utilisation hier, puis comment il a joué? Moi, comme je dis, c'est un ongoing battle avec Oregon. C'est juste, on ne permet pas à Chris de vraiment s'épanouir à son plein potentiel. Moi, je pense qu'éventuellement, s'il a une chance de jouer au prochain niveau, les gens vont beaucoup plus apprécier tout le bagage qu'il peut amener. Je pense qu'il est très limité au niveau de ce qu'il peut faire. Et ça paraît, connaissant Chris, on peut voir dans son body language comment des fois il est juste dégoûté par certaines choses. Okay. Puis deuxième demi, c'était un peu ça, c'est le fait que il était pas content, il n'a pas embarqué pendant les 7 premières minutes du half. Et là, quand il a embarqué, c'était de la nonchalance, frustré de tout. Il est beaucoup sur le négatif et il doit changer ça. Puis on en parle souvent par rapport à ça, mais il comprend que c'est un process. C'est un process, puis juste, comme j'ai dit, c'est quand il est sur le terrain, il doit utiliser cette frustration-là, puis jouer et puis performer comme ça. Mais... C'est un senior cette année, c'est ça? Exactement. Okay, c'est une grosse année quand même en plus. C'est ça qui est frustrant des fois un petit peu quand tout n'arrive pas au même moment. Mais on verra aussi quand même, je vois qu'il y a quand même il y a quand même un bon petit 16 quand même. Fait que, puis, déjà, on entend quand même souvent parler de lui, même dans les médias américains. Fait que, je pense qu'il est quand même
il est sur le draft board quand même là, de sûrement des coachs, des GM de l'NBA. On verra je pense que ça va beaucoup se passer dans les possibilités pour lui d'aller essayer des équipes, tout ça, à ce niveau-là. Peut-être qu'il ne sera pas dans le top 15, mais s'il réussit à faire des meetings des équipes, des choses comme ça, il risque de pouvoir, comme tu dis, peut-être impressionner un peu, montrer un peu ce qu'il est vraiment capable de faire. Ouais. Raconte-moi un peu, dans le fond, ton passé. Nous, on se connaît pas tant que ça nécessairement. Là, on a réussi des fois à se communiquer à cause qu'on avait chez des athlètes, dans le fond, où j'entraînais, qui sont... Il y en a un, en fait, qui est parti à Alma la première année. Ouais, c'est ta première année, Amy, quand il faisait ça? Fait que, puis j'étais un des seuls, je pense, qui avait accepté avec plaisir qu'il s'en aille chez vous parce que je trouvais que quand Amy m'avait parlé, je dis moi je peux pas t'offrir ce que Igor va t'offrir. C'est impossible pour moi. Moi je suis on est une école secondaire. On fait avec les moyens qu'on a quand même. Fait que, tu sais, il n'y avait eu aucun problème pour moi, je me rappelle dans le temps. Ouais. Puis là, maintenant, il y a Giovanni Khalil Tremblay qui joue là-bas, fait que je trouve ça plaisant encore. J'ai parlé à Giovanni il y a pas longtemps, il est venu jouer à Pur Instinct. On a parlé un peu de Tedford. Raconte-moi un peu, juste ton histoire, dans le fond, où tu as grandi, comment tu t'es impliqué dans le basket depuis ce temps-là, puis un peu, dans le fond, c'est comment t'as décidé de partir quelque chose, c'est quand même un gros projet là, c'est comme un prep school quasiment là, dans le fond, comment t'as décidé de partir ça, puis on va enchaîner là-dessus après là. D'accord. Mais moi tout a commencé, je suis arrivé au Canada, j'avais 10 ans, à la base moi c'était le soccer mon sport, je connaissais rien du basket. De quel pays? Du Congo Kinshasa. Et dans le fond on est arrivé moi à Gatineau. Et je me rappelle toujours la première fois que j'ai vu la neige, j'ai capoté. J'ai dit à mon mère, pourquoi surtout le globe où tu t'es arrêté sur Gatineau? On se pose aussi la même question souvent. Exactement. Et dans le fond, plus tard, je pense que j'ai compris pourquoi. C'est plus tous les avantages que le Canada offrait, etc. Le Québec, c'est le français, fait que c'était le seul endroit en Amérique où est-ce on n'aurait pas été trop déraciné. Donc en gros, j'ai compris ça en grandissant. Fait que je me rappelle, moi c'était le soccer, puis un jour, je suis allé à un parc, j'avais un ballon, j'ai commencé à shooter, puis un gars qui s'appelle Philippe Guenon. Il jouait à Sherbrooke à l'époque. Un des meilleurs athlètes qu'il y avait à Elmer. Puis dans le fond, Elmer a produit Jean-Philippe Morin, oui. Olivier Maire. Oui. Et les gens pensent beaucoup que c'est Gatineau, mais c'est Elmer qui était la pépinière de Gatineau. Et dans le fond, il m'a dit, c'est pourquoi tu joues pas basket? Puis juste comme ça, tous les jours, j'allais avec lui. Puis j'ai développé le goût. Puis par la suite, je suis allé faire mes essais à Grande-Rivière-Benjamin. J'ai grandi vite, comme les gens disent. J'étais 5-8 en secondaire 1. Et là, tout le monde pensait que j'allais être un prospect. Là, j'étais comme, ok, c'est bon, ça va. Je me rends à 6-4. Et depuis, j'ai pris 3 pouces. Donc, c'est ça. Mais j'étais très bon Benjamin. Fait que Nicolas Gatineau m'a recruté par rapport au sport-études. Mon but, c'est d'aller plus loin par rapport au sport. Fait que j'étais cadet 3 là-bas. Ensuite, juvénile 3. Et c'est par la suite que moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Et Guy Parizeau, à l'époque, m'a recruté. Est-ce que, juste, t'arrêtais une seconde, est-ce que tu faisais partie un peu, genre, parce que Gatineau, c'est à côté d'Ottawa, est-ce que tu allais jouer à Ottawa des fois aussi? Non, c'était pas encore populaire dans le temps à l'époque. C'est vraiment, tu jouais avec ton école. Le civil n'existait presque pas. Okay. L'été, tu joues dans les parcs. Comme je dis, c'est un art perdu maintenant. Les jeunes ne veulent plus aller jouer. J'en parlais hier dans un podcast avec Charles Dubébret, on parlait de ça. Et c'était un peu ça. Donc, moi, c'était vraiment Nicolas Gatineau. C'était tout ce que je connaissais, tout ce que je voulais faire. Et l'été, c'était dans les parcs. Et bref, en gros, c'est ça. Fait qu'au cégep, je suis dans la même classe de finissants que Étienne Labrac et Jeff Beaulieu. Okay. Enfants, ils devaient aller aux États-Unis, tout le monde parlait de ça. Ils étaient au CEPEC. Moi, je vais aller à Montmorency, ça va se passer, etc. Fait, bon, j'en parle avec Guy et je reçois un appel au mois d'avril. Il me dit finalement, Igor, Étienne puis Jeff, ils viennent. Est-ce que tu veux quand même? Je dis, non. Je dis, je veux jouer. Et du coup, les Knoxville, coach Caldwell qui est avec nous maintenant. Ah, t'as joué avec coach Caldwell? Exactement. Wow! Moi, j'ai une histoire avec coach Caldwell. Il m'a beaucoup aidé là, quand. Une longue histoire, là. Je vais sûrement l'avoir sur le podcast à une année pour le remercier d'ailleurs, mais il m'a aidé beaucoup la année quand j'étais un petit peu mal pris un jour à Toronto, j'avais plus de passeport, puis pour faire l'équipe nationale, puis j'ai appelé coach Caldwell, puis coach il a comme tout organisé des affaires pour moi. Il était vraiment génial, c'est un chic type là. Je sais pas comment ça a bien été avec lui, sûrement, ça a super bien été, et puis je pense que c'est lui qui m'a donné un peu le goût. Et je pense qu'à travers ça, même toi, t'es une des personnes que je regardais beaucoup jouer quand j'étais au cégep, voir la game universitaire, c'est Dominique Soucy. J'étais pas 6 pieds 4, mais il est propre, il est tellement technique, c'est en athlétique. Moi, j'aimais beaucoup ton profil de joueur à l'époque. Et bref, en gros, j'ai été allé à Knoxville avec Coach Jean, ça s'est bien passé. On avait Kingsley Constant qui était un transfert de Toronto avec qui j'ai changé de jouer pendant 1 an. J'ai appris énormément de ce gars-là.
Et puis après ça, ça a été ça. J'ai continué. Bon, j'étais à l'UQAM après. Olga la légende. Ça s'est un peu moins bien passé parce que je pense qu'en termes de coaching et de X&O's, je pensais retrouver plus. Mais j'ai appris énormément par rapport à l'éthique de travail, par rapport juste au mental toughness. Elle était très, très, très forte là-dessus. Et c'est quelque chose sur lequel moi je joue beaucoup avec nos jeunes maintenant. Ouais, Ok. c'est un peu le Olga way. Puis comme Ouais. je dis, à travers toutes ces années-là, je pense que la gentillesse et le kindness de Coach Don. Après ça, j'ai eu Yannick Mercier à Edouard, que c'était vraiment plus par rapport à, si tu peux pas shooter, tu peux pas survivre au basket. Après ça, j'ai eu Olga, que c'était vraiment juste soit quelqu'un de tough dans la vie, puis fight for what you're gonna have. Et un peu, je pense que c'est ça. Et par la suite, j'ai eu la chance de jouer pour l'équipe nationale du Rwanda. Et moi, Ah c'était un ouais, peu... comment ça s'est passé ça? Dans le fond, c'est Hamza Rosamigo qui joue à Dawson, avait été justement joué pour l'équipe nationale du Rwanda et il cherchait des jeunes Rwandais à l'extérieur. Moi, je suis moitié congolais, moitié rwandais. Ok. Fait que Hamza me dit, est-ce que tu serais intéressé au début? Je sais comment de quoi tu parles. Fait que là, j'ai dit, ok, bon, on va essayer. Fait que du coup, on y va, c'était en 2007, c'était la préparation pour la CAN. Et bon, j'arrive là-bas, bon, premièrement, c'était le désordre total, c'est pas le même basket, il n'y a pas de transition, il y a pas de... tu joues. C'est un peu un basket libre avec des athlètes. Et je me rappelle, on nous manquait un intérieur. Fait que là, j'appelle Jim Bandouma. Je dis, Jim, ça t'intéresse de venir? T'es sérieux? Ouais, et Jim est venu jouer avec nous. Et c'est un peu comme ça que ma relation avec Jim a commencé. Mais t'as un peu Jim, et qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est pas un Rwandais? C'est un Tchadien, mais bon, écoute, en Afrique, tout est possible. C'est ça. Et du coup, Jim arrive, on a une super belle expérience, on a été en Égypte, on a fait un peu la tournée avant la CAN. Et moi, je me suis blessé, j'ai une fracture au niveau de la mâchoire, j'ai dû revenir. Même chose, Jim aussi est revenu. Bon, écoute, c'était un peu, c'est pas trop bien organisé, bref. Ah ouais. Et c'est ça. Et du coup, c'est Manix Oriental qui est un haïtien qui nous a remplacés. Fait que pour un Mais non! Ouais. Au niveau de l'organisation. T'es pas sérieux? Manix est allé jouer là-bas? Et Manix allait jouer là-bas. Incroyable, incroyable. Une super carrière avec l'équipe du Rwanda et tout. Mais en gros, tout ça, c'était pour l'enfant. Moi, le fait d'avoir joué pour l'équipe nationale du Rwanda, c'était un peu voir c'était quoi l'outre-mer, voir, tu sais, on a vu le Wakandi, Arsene, Ike Diogo, c'est vraiment des gars qui étaient dans la NBA à l'époque. Mais je me suis dit, si c'est ça le summum du basket, j'ai tout vu. Et en revenant au Québec, mon frère jouait à l'époque avec Parc Extension, ça se passait pas super bien. Et j'ai commencé à m'impliquer avec les Tornades de Longueuil, avec Yannick Mercier. Et dans le fond, j'ai demandé à mon frère de venir pour l'encadrer et tout. Et vu que l'été, il n'y avait rien pour les jeunes, quand tu faisais pas l'équipe du Québec, c'était pas encore populaire, les équipes EU à l'époque. Il y avait beaucoup qui le faisaient. Pour les plus vieux, pour les gars cégep, mais il n'y avait rien pour les jeunes. Fait, moi, je me suis dit, bon, je vais prendre mon frère avec ses amis. Puis ça a donné que cette génération-là, il y avait Kemi aussi, Kenny Fracheri, Kevin Zabo et compagnie. Du monde qui sont allés aux States, d'ailleurs. Exactement. Enfin, c'est la première batch de jeunes qui ont vraiment... Fracheri, c'est lui qui rentre en Europe, là. Exactement, qui est allé là. Fait que tous ces jeunes-là, j'ai eu la chance de les avoir dans le même groupe. À l'époque, on s'appelait Okapi. Ça va faire justement 10 ans cette année que tout ça a commencé. Et bref, en gros, ça a super bien été. Puis bon, les jeunes ont aimé. Et l'année après, je me suis dit, mais pourquoi pas élargir? Dans le fond, on a décidé d'ouvrir ce qu'on appelait QC United avec Mehdi Stambouli et mon frère. Fait que là, on a commencé QC. Et pendant que tout ça se passait, j'étais encore à l'université. Et pendant un de mes cours de marketing et administration, il y a un de mes profs qui me disait, mais vous devez être capable de faire un plan d'affaires. Et moi, mon but, c'était comment est-ce qu'on est capable de rentabiliser le basket au Québec? Comment on peut gagner sa vie avec le basket au Québec si c'est pas de jouer. Et dans le fond, j'ai écrit un modèle d'affaires, c'était justement créer un programme que je pouvais avoir les jeunes de QC pendant l'année au complet. Et au début, c'était très, très, comment je pourrais dire, bref, mon idée, c'est vraiment d'avoir les jeunes, puis je savais pas trop, puis bon, mon prof m'a aidé par rapport à ça, de vraiment conceptualiser mon objectif et vraiment de voir le Puis plan. QC, c'était avant tout un AAU dans le fond. Exactement, c'est juste l'été. C'était une équipe qu'on appelle maintenant qui voyage, traveling team, tout ça, dans le fond, tu voyageais, aller dans les gros tournois, des choses comme ça. Exactement. Puis il y avait rien, dans l'année, il y avait rien nécessairement. Exactement. Dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on était quand même chanceux à l'époque où est-ce que les gens nous ont quand même été ont été gentils avec nous, ils nous ont envoyé les gens. Puis nous, on faisait des camps de sélection, fait que les meilleurs jeunes de partout. Puis je me rappelle, on allait donner des lettres d'invitation, etc. Fait qu'on avait vraiment la crème de la crème. Et vu que Brookwood s'occupait juste des vieux, on avait tous les jeunes. Fait que tout ce qui était en bas de 16-17 ans était avec nous et les autres étaient avec Brookwood. Et dans le fond, c'est ça. Mais moi, ce que je me disais, c'est que l'apport et l'impact que j'avais envers ces jeunes-là n'étaient pas assez suffisants. Tu les as, tu sais, du mois de mai à juillet. Et puis je me disais, c'est pas honnête de dire qu'on les développe. Oui, on apporte quelque chose à leur développement, mais
les coachs qui étaient avec eux pendant toute l'année méritaient ce mérite-là. Ouais. Et je pense que c'est des choses qu'en cours de route, on s'est rendu compte qu'on a peut-être pris trop de crédit. Ok. Alors que, tu sais, Antoine Beaumier qui était avec Trois-Rivières pendant toute l'année, qui vient avec nous, qui a un bon été, c'est pas notre développement. tu sais. Ouais, c'est ça. Et ok. moi, c'était ça qui me dérangeait un peu dans tout ça. Puis quand je travaillais sur mon modèle d'affaires, je me disais, mais comment je peux faire pour avoir ces kids-là pendant toute l'année, puis vraiment avoir un impact dans leur vie pendant toute l'année, et vraiment pouvoir dire que oui, c'est nous qui les développons. Ouais, ouais. Et dans le fond, c'était ça. Effectivement, en travaillant sur ça, on s'est rendu à l'évidence que ça pouvait éventuellement fonctionner parce que Alma nous avait contactés, nous ont dit on veut trouver un programme. C'est eux qui vous ont contacté? J'ai un ami à moi qui a joué avec moi contre moi, il était à Dominique Racine, Simon Leblanc. Ok. Et Simon Leblanc, justement, lui, c'est quelqu'un de très ambitieux que je respecte beaucoup. Il vient me voir, il me dit hey, je vais avoir une bonne équipe de basket au Saguenay, peux-tu m'envoyer 2 ou 3 de tes joueurs? Là, je sais pas comment j'ai quand même 2 ou 3 de mes joueurs d'aller au Saguenay. Là, il était comme ok, on va travailler sur un modèle où on va créer un programme, puis on va amener les kids de Montréal. Je suis comme, mais Simon, t'es fou. J'ai dit, comment ça va se faire? J'ai dit, qu'est-ce que je peux les garantir? Il dit, regarde, on va travailler là-dessus. Là, j'ai cliqué, j'ai dit, mais ça match tellement avec le modèle d'affaires que je bâtissais. Là, je me suis dit, comment on fait? Fait que là, à l'époque, j'étais avec les Phoenix Elite. Dans le fond, j'avais changé de Tornade à Phoenix. Et je vais voir mes gens, je leur dis, qu'est-ce que vous penserez d'aller loin? Mais, on va pratiquer souvent. Vous allez être avec moi tous les jours, puis on va faire des tournois au state. Gabriel dit, pour de vrai? Je sais comment, pour de vrai? Fait qu'au début, j'en fais une pétition, fait qu'il y a 20 jeunes qui répondent, disons, on est intéressés. Là, je dis, on a un intérêt, envoyez un bus, on va y aller. Et la journée de la visite, 80 personnes, c'est là, 40 kids et 40 parents. Là, je suis là, wow, on n'était pas prêts pour ça. Fait qu'on appelle la messe, amène un deuxième bus. Mais non! Oui, oui. Ils se sont vraiment organisés, c'était tac, tac, tac. Fait qu'on est parti là-bas avec 80 personnes, 40 jeunes, et on the spot. Les parents étaient là aussi? Les parents sont venus wow, aussi, c'est cool. Fait que ça, moi, j'étais comme, j'ai dit, that's a blessing. Comme j'ai des fois, il y a des choses qui se passent qu'on peut pas expliquer, puis moi, je suis quelqu'un de vraiment croyant, puis j'ai dit, ça, c'est Dieu, c'était pas moi. Fait que tout s'est passé, on était allés, puis on the spot, tout le monde a commit. Tout le monde a commit on the spot. Okay. Fait qu'on se ramasse avec un projet qu'à la base, Simon voulait avoir 2 ou 3 de mes gars. Moi et 40 jeunes, plus Ibrahim Apia, qui était aux États-Unis, que j'ai convaincu de venir avec moi dans le projet. Et dans le fond, c'était un peu ça. Et en travaillant tout sur ça, puis comme je t'expliquais par rapport au début, c'est que moi, en grandissant au Québec, on a toujours joué contre les mêmes gars. J'ai joué contre Jeff Beaulieu-Benjamin, Étienne Labrec-Benjamin. Et c'est les mêmes gars tout le long du parcours qu'on met en emphase. Et c'est un peu ça qui me déplaisait par rapport au développement de la structure du Québec, c'est qu'on voit rien d'autre. Fait qu'on pense qu'on est bon, mais dès qu'on voit autre chose, c'est comme, wow, ça existe. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'on a vraiment commencé à faire les circuits d'été, où est-ce que tu as des gars comme Kevin Blanc qui pensaient qu'ils étaient bons, ils arrivent contre, on a joué contre Nerlens Noël, puis Michael Collins. Il y en a d'autres, là. Exactement. Ils savent jouer ailleurs. Ils réalisent qu'on n'est pas seul au monde. Et puis, dans le fond, notre programme, c'était vraiment ça, c'est de sortir un peu de la zone de confort que le Québec apporte au niveau de son développement. C'est cette année-là que Amy est allée ou c'est l'année d'après? Amy est venue la première année. La première année, c'est ça? Direct. Direct, la première année. Parce que vous avez fait combien d'années à Alma, en fin de compte? On a fait 2 ans à Alma. 2 ans, ok. Puis là, la grosse affaire, c'est que Alma, on va faire une pause tout de suite, ok? Puis après ça, on reprend, ça marche, faut qu'on aille à nos... on a des publicitaires, c'est pas... On est de retour, ça marche. Ouais, au début, ce que je me demandais sur Alma, en fait, c'est... vous partiez de Alma au début, puis vous alliez jouer à Toronto de façon assez répétitive quand même. C'est ça au début? Ou... Ouais, dans le fond, c'était ça. C'est de trouver un calendrier où est-ce qu'on pouvait avoir la meilleure compétition. Et pourquoi Toronto, on avait des relations avec des gens là-bas qui nous permettaient... Bon, ils avaient créé une ligue qui s'appelait c'était quoi, la N... je me rappelle plus du nom, en tout cas NPSAA, en tout cas bref, c'était une conférence qu'ils avaient commencé parce que là-bas aussi il y avait le boom des prep schools commencé, où ils changeaient un peu, c'était un peu comme le Québec où vraiment tout se passait dans la high school, et là avec les jeunes qui partaient au state, mais les Ontariens se sont dit il faut faire quelque chose pour garder nos jeunes. C'était comme si en même temps que nous on voulait le faire, eux aussi ça commençait à émerger. Et eux ils perdaient beaucoup de joueurs. Eux ça c'est comme si c'est parti. 30 minutes de Buffalo, fait que les jeunes disparaissaient. Et en gros on s'est dit nous on a le même projet que vous, eux aussi, fait qu'on s'est juste mis ensemble et on a créé une espèce de circuit. Puis pour nous, en même temps, on avait des gars comme Rudolph Joly à l'époque qui ne pouvaient pas traverser la frontière à cause des papiers, parce qu'ils n'étaient pas canadiens. Fait que jouer à Toronto nous permettait d'avoir nos alignements au complet. Ah, cool. Puis c'était quand même au Canada. Puis on avait d'autres tournois aux États-Unis aussi, Ok, c'est cool. Puis fait que dans le fond, dès le début, dans le fond, ça a été un projet. Ça, je savais pas, c'est Alma, en fait, qui voulait avoir quelque chose. En fait, ça s'est juste développé pour devenir ça. Exactement. Fait qu'il y avait comme pas prévu au début, nécessairement, de faire un projet avec 40 jeunes, des choses comme ça. Non. Puis comment, dans le fond, vous avez fait la transition pour aller vers Thetford?
Ça a été quoi la décision un peu? Parce que là maintenant, on est établi à Tedford depuis combien de temps, là? C'est la 3e année à Ok. Tedford, ouais. Puis qu'est-ce qui a fait le changement? Puis est-ce que c'est pour le mieux pour toi, dans le fond, d'être là-bas? Oui, tout à fait. Je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Bon, Alma, je pense que le programme, quand ils l'ont eu, ça n'avait pas l'ampleur que ça allait prendre. Ouais. Et c'est devenu trop gros, trop vite. Ils n'étaient pas forcément prêts à ça. Puis, ils demandaient de faire des concessions qu'on ne voulait pas nécessairement faire, diminuer le nombre d'équipes, diminuer le nombre de tournois. Parce que c'est sûr que financièrement, ça coûtait très cher le programme et ils voulaient un peu limiter. Mais nous, par rapport à la vision qu'on avait du programme, on ne pouvait pas. Ouais. On voulait aider le plus de kids possible. On voulait continuer à voyager parce que, comme on dit, sortir un jeune de Montréal pour l'amener à Allemagne, lui dire tu fais 2 tournois aux États-Unis pendant l'année, c'est impossible tant qu'à juste tuer le programme. Et par la suite, on s'est dit il fallait qu'on retrouve le même style d'environnement que Allemagne. Pourquoi c'est ce style-là? C'est une question que je me demandais là. Dans le fond, c'est qu'on contrôle tout. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Tu sais, le kid ne peut pas te dire je suis pas à la pratique, j'ai manqué le bus. C'est impossible, il n'y a pas de bus. Il y a une rue, tu marches. Tu comprends? L'autre chose, c'est que, comme on dit, c'est loin de tout. On ne voulait pas que ça soit accessible à n'importe qui. À Tedford, maintenant, il n'y a plus de bus qui fait Montréal-Tedford direct. Tu dois passer par Québec et venir à Tedford. Si tu pars de Tedford, il y a une planification qui se fait. Fait qu'un kid qui me dit je suis parti à Montréal, tu le savais, tu l'as planifié, c'est pas juste t'as hop dans le bus et t'es parti. Okay. T'es à Québec, tu vas à la gare, puis t'es à Montréal. À Tedford, c'est covoiturage ou tu vas prendre le bus de Tedford à Québec. T'sais, ça engage une organisation. Puis on voulait vraiment s'assurer de trouver un environnement où est-ce que tu peux pas nous mentir. Ouais. En gros, c'est qu'on contrôle tout. Puis par rapport aux parents aussi, c'est comme on dit, si on prend la responsabilité de prendre un jeune, je peux pas juste le parent m'appelle, il est où? Je sais pas, le kid est à Montréal. C'est ça qu'on voulait. Où ils habitent les jeunes à Tedford, les gars comme Giovanni, tout ça? Là? Dans le fond, nous, on a un campus universitaire, on a des résidences étudiantes pour les gars du cégep. Fait que tous les gars du cégep habitent dans une résidence étudiante. Tous les gars de la polyvalente, dans le fond, c'est un ancien presbytère qu'ils ont transformé en maison de chambre. Et dans le fond, c'est un entrepreneur de la ville qui a créé au projet. Et dans le fond, qui loge les jeunes, il les nourrit, c'est 3 repas par jour, du lundi au dimanche. Et là, on a un super bon deal. Qui paye pour ça? Les jeunes. Dans le fond, les jeunes paient une cotisation mensuelle et puis la cotisation, justement, englobe tous ces frais-là. Alors, au niveau du sport, c'est l'école qui le prend en charge. Et bon, ils ont leur inscription à payer quand même. Puis le voyagement, c'est ça que vous faites? C'est compris dans le prix. Donc, on a le prix global qui paye, tout est compris. Au niveau du cégep, c'est la même chose. Tout le monde paye son loyer, il paye une cotisation pour le basket. Donc, on appelle ça la licence. Fait qu'ils doivent payer ça. C'est comme quelqu'un qui fait un sport études, il paye une somme. Mais nous, c'est la même chose pour faire partie du programme. Donc, c'est un peu ça. Puis, d'à côté, bon, le cégep et la polyvalente trouvent des sponsors corporatifs de la ville qui investissent dans le programme. As-tu l'impression que le cégep, disons à Tedford, il apprécie beaucoup, dans le fond, votre présence là-bas, maintenant, là, depuis que ça fait 3 ans? Tu sais, comme tu dis, des fois, tu te demandes pourquoi tu te ramasses à certains endroits. C'était le fit parfait. Ah ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, les gens avec qui on travaille, c'est du monde, c'est des sports, c'est des anciens sportifs et ils y croient. Fait que, quand je parle à mon directeur à Tedford versus quand je parle à mon directeur à Alma, puis il me disait souvent, mais tu sais les gars, on n'est pas sur la même patinoire. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas le même vocabulaire par rapport à ça, mais alors qu'à Tedford, j'ai besoin de ça, ok, c'est bon, on le fait. C'est beaucoup plus action-réaction, puis c'est pas juste problème-problème, c'est problème-solution. Puis ça, c'est un gros truc par rapport à Tedford que moi, je sais que c'est l'endroit où est-ce qu'on doit être. Parce qu'il n'y a jamais eu de conflit par rapport à on ne croit pas à la vision, ça va être trop gros, c'est comme OK, how big it can get. C'est vraiment eux ça qui me disent toujours, c'est jusqu'à quel point ça peut aller. Juste avertis-nous pour qu'on soit prêt c'est ça, OK. à le gérer. Mais là, j'ai vu, en parlant, parce que c'est sûr que je me tiens informé tout le temps un petit peu par la bande, Giovanni, vu qu'il est là-bas, tout ça, j'étais au courant. J'ai vu qu'un autre joueur que j'ai côtoyé, il y a Laoui, qui est là-bas aussi, si je comprends bien, qui était au collège où je travaillais pendant 1 an. Fait qu'il y a quelques joueurs de Québec quand même qui sont là-bas. Toi, dans le fond, tu recrutes. Est-ce que tu recrutes pour Tedford ou comment ça fonctionne? J'ai reparlé à quelqu'un maintenant à Québec, il dit j'attends Igor, je vais peut-être aller là l'an prochain, j'ai pas nommé personne là, parce que c'est pas là, vu qu'ils sont pas encore là-bas là. Mais est-ce que tu recrutes? Comment ça fonctionne? Ben tu sais qu'au début on recrutait, au début on était vraiment très présents dans les gyms, on allait voir les jeunes, mais maintenant on va chercher des gars spécifiques. Ça prend des kids différents pour nos équipes. T'sais, mettons on va dire un gars comme Laoui, he's a tough kid, c'est un kid qui est super intelligent, qu'on se dit nous on appelle ça un peu la jungle, la Tedford. Dans cette jungle qu'on te propose, c'est quoi les outils que tu as pour pouvoir survivre. Il y a des cas différents, mettons à la Giovanni, où est-ce qu'on se dit il a besoin de plus pour être poussé. Donc au niveau du recrutement, moi je pense que maintenant c'est beaucoup du bouche à oreille, beaucoup de jeunes qui nous contactent, on veut venir. Puis nous on est très straightforward, on leur explique c'est pas ce que tu penses que c'est. Ouais, c'est ça. Ici, comme on dit, si ball is not life, ne viens pas chez nous. Giovanni, c'est ce qu'il me disait. Duel,
ça pratique fort. Ouais, donc, on les pousse à la limite de ce qu'ils sont capables de faire, puis on est un peu old school, où est-ce qu'on leur dit, you know what, tough love. Tu as le choix d'accepter ou de quit, mais c'est à toi. Puis moi, je leur dis toujours à mes jeunes, c'est mieux d'arrêter trop tôt, plus tôt, tu t'évites de perdre du temps, et puis tu m'en permets d'en gagner, que aller jusqu'au bout de te mentir, puis réaliser que tu n'aimes pas ça. Okay. Et on est vraiment sur ça par rapport aux jeunes, puis fais quelque chose que tu aimes. Et à la fin de la journée, tu ne pourras pas avoir de regrets plus tard. Puis ça, comme je dis, c'est maintenant les jeunes au Québec avec le babysitting, le fait qu'on n'en a plus beaucoup, tout le monde se bat pour le même talent. On s'est dit, ouais, prenez le meilleur talent, on va prendre le deuxième ou le troisième gars qui veut travailler. Okay. C'est un peu dans l'optique dans laquelle on est maintenant, où est-ce qu'on se bat un peu moins pour ces talents-là. Mais là, Giovanni me dit, parce que vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez une équipe secondaire et 2 équipes collégiales. Dans le fond, 3 équipes. 3 équipes collégiales. Ouais. Comment vous les appelez? Dans le fond, on change les appellations. Nous, on s'en fout un peu. C'est juste des groupes d'entraînement. Ouais, fait que, dans le fond, cette année, on a le juvénile à la polyvalente qu'on appelle nos bébés, dans le fond. Après, on a le silver. Le silver, c'est soit tu n'es pas assez bon pour faire notre première équipe, ou tu es encore au secondaire, mais trop vieux pour notre équipe de jeunes. C'est-à-dire genre des secondaires 6, cégep 1. Et ça, c'est une équipe, l'équipe collégiale qui fait la conférence Nord-Est. Qui joue eux, ils jouent ici dans la conférence Nord-Est, contre Sainte-Foy, Limoilou, etc. Puis l'équipe du secondaire joue dans quoi? Dans le fond, nous, on a un accès direct au provincial. Le truc, c'est qu'on ne croit pas non plus à gagner des championnats. On croit juste à avoir une finalité. C'est pour ça qu'on s'est battu pour avoir le championnat provincial, parce qu'on se dit, tout le travail qu'on fait dans l'année, il faut qu'il y ait un point cumulatif. Mais eux, ils vont jouer où? Ils font des tournois. C'est ça. Eux, ils font des tournois, puis ils jouent aux provinciaux. Exactement. Et génial. Puis, dans le fond, c'est un peu ça la formule. Mais ça permet de ne pas avoir, parce que dans la région, là-bas, je disais, vous n'avez pas d'adversité. Là, ça marche. Et aussi de sortir de ça. Puis souvent, comme on dit, c'est une fiche de 16-0 peut faire mal à ton développement. Ouais, c'est ça. Ou est-ce qu'ils disent j'ai rien à apprendre, puis on l'a vécu la première année, quand on avait Quincy qui jouait dans la région, les gars, la game se finissait après le premier quart. C'était comme, ok, bon, qu'est-ce que tu as à me dire? Puis boum, on les sort à Toronto, ils se font gifler. C'est pour ça que tu dois travailler. Et je pense que c'est ça qu'on voulait avoir, ne jamais les garder dans une zone de confort et les permettre de toujours vouloir progresser. C'est ça, est-ce que tu trouves ça... Là, tu le vis maintenant, parce que moi, dans le fond, à un moment donné, on a eu des gros questionnements où je travaillais. C'était une des questions qu'on se demandait avec un groupe d'entraîneurs. À quel point on devrait les mettre dans une ligue, des fois, ou à quel point on devrait un peu plus contrôler leur horaire. Parce qu'une ligue, ça te contrôle aussi ton horaire, selon, puis les jeunes vont à l'école, tout ça. Tandis que les tournois ou des choses, tu peux plus contrôler, dans le fond, choisir, dans le fond, où tu t'en vas. Ton calibre de jeu aussi, parce que souvent... Dans une ligue, il y a beaucoup de disparités, mais dans le fond, en tant qu'entraîneur, ce que t'aimes, c'est que tes jeunes soient constamment challengés, je pense. Là. Est-ce que vous, en tournoi, vous retrouvez ça tout le temps maintenant? Dans le fond, nous, comme on dit toujours, c'est que le tournoi, c'est comme l'examen, puis les pratiques, c'est comme les exercices. Fait qu'on se dit, on va avoir pratiqué pendant X nombre de temps, l'examen, c'est voir où est-ce qu'on est rendu. C'est comme ça qu'on choisit nos tournois. Puis il y a combien de temps entre les tournois? Dans le fond, on essaie d'aller aux 2 semaines. C'est-à-dire, chaque 2 semaines, on a un événement. Et ça dépend aussi si on sent que les jeunes ont eu 2 semaines de pratique de merde, on enlève tout, on dit, le prochain examen, dans 2 semaines, rattrapage. Et dans le fond, nous, c'est par rapport à ça. Les tournois, c'est des checkpoints. On est rendu où? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on essaie de gager aussi. Bon, on va voir contre une équipe du Québec, où est-ce qu'on est rendu, on prend tout le monde au Québec. On va voir contre une équipe Ontario, où est-ce qu'on est rendu, bon, américaine. Fait que c'est vraiment... Vous êtes combien d'entraîneurs, là, présentement? On est 7 entraîneurs. Toi, est-ce que tu t'occupes de toutes les équipes un peu quand même? Ou est-ce que ça fait beaucoup, là? C'est ça, moi, je supervise toutes les équipes, mais je suis principalement avec notre première équipe, l'équipe Gold, et avec notre équipe Silver. Donc, pour moi, c'est les 2 groupes que j'ai. Les Silver, là, tu me disais, eux, ils vont jouer dans la conférence ici. C'est comme la division 2 maintenant? Non, ça, c'est le collégial. Dans le fond, on a une équipe Silver, une équipe collégiale et une équipe Gold. Dans le fond, moi, c'est les 2 équipes qui voyagent, qui n'ont pas de ligue que je m'occupe. Et l'équipe qui a une ligue, c'est Étienne Jacquet qui s'en charge. Puis lui, eux, ils jouent dans quoi? Ils jouent dans la conférence ici Nord-Est. C'est ça, ça marche. Parfait. Puis les 2 équipes qui voyagent, c'est des équipes collégiales, dans le fond? Ouais, Dash collégial, Dash collégial. Eux, dans le fond, ils vont voyager. Il y a une équipe qui va voyager, je mène beaucoup plus loin. Exactement. Ça, c'est la Gold, dans le fond. Voilà, ça marche. Puis ça, dans cette Gold-là, les joueurs qui sont, c'est pas nécessairement juste du monde du Québec, là. Il y a du monde qui viennent de l'extérieur aussi maintenant. Comme un vrai prep school, là. Genre, comme du monde international un peu. Dans toutes nos équipes, dans le fond, c'est que cette année, on a 24 étudiants français. 24 étudiants français? Ouais. Mais voyons? Ouais. On a 24 étudiants français, puis dans le fond, mais pourquoi ils viennent ici? Le rêve américain. Dans le fond, c'est qu'eux aussi, je pense que le bouche à oreille, les anciens, parce qu'on a commencé avec 2 Français au début, qui ont parlé à leurs amis, puis là, maintenant, chaque année, je vais en France, et puis les jeunes, comme je dis,
c'est un basket différent. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, c'est les jeunes Français qui viennent, ils veulent goûter à c'est quoi l'Amérique. C'est pas tout le monde qui le veut. Non, c'est ça. C'est comme au Québec, c'est pas tous les kids qui veulent aller au States, il y en a qui veulent rester, ben, c'est la même chose en France. Et où est-ce que c'est intéressant, c'est que quand les jeunes Français viennent, bon, ils ont ce que nous on n'a pas, ils sont beaucoup plus longs, il y a beaucoup de taille là-bas. Et puis c'est des jeunes qui veulent découvrir. Qui ont été formés dans des centres de formation? Pas forcément, non plus. On va pas vraiment chercher dans les centres de formation. C'est comme un peu le Québec. On va prendre le deuxième ou le troisième qui est juste qui est là puis qui attend que quelqu'un donne une chance. Cool. Parce qu'on se dit, lui, il va pouvoir écouter un kid qui est déjà bon autant en France qu'au Québec. C'est comme, qu'est-ce que tu peux m'apporter que je n'ai pas? C'est ça que je comprenais pas. Je disais, parce que je parlais avec, dans le podcast, je parle souvent avec Charles Dubévray, puis il m'explique un peu comment les jeunes sont encadrés. Exactement. Puis je comprendrais pas pourquoi un jeune, sans rien enlever à Tedford, mais je suis comme, ils ont quand même une belle structure là, pour les jeunes. Quelqu'un qui réussit bien en France dans un centre de formation, t'as l'air d'être bien choyé quand même. Fait que c'est pas ces jeunes-là que vous ciblez. Exactement. Okay. Parce qu'on croit vraiment au développement, puis on croit au travail qu'on peut faire avec les jeunes. Fait qu'on se dit, amène-moi un athlète, je vais en faire un joueur de basket. C'est ça, Nous, c'est vraiment ça notre créneau, où est-ce qu'on veut pas se battre pour le talent. Ils sont un petit peu moins techniques quand ils arrivent. C'est pas des joueurs... Forcément, c'est juste qu'ils n'ont pas été élevés dans la ouate. Okay. C'est des jeunes qui sont techniques, mais qui veulent travailler. Okay. Alors que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est le phénomène d'enfant roi, autant au Québec qu'en France, ils veulent pas travailler. C'est comme, je suis déjà bon, mais nous, on préfère même prendre le kid qui pense qu'il y a encore un truc à aller chercher, et c'est plus facile de développer un jeune comme ça. Ok, fait que là, disons qu'on parle de la gold, là, qui est un petit peu le gold standard un peu là-bas, là, à Tedford. Dans le fond, explique-moi, dans le fond, c'est quoi leur semaine, avec toi. Ben, toi, t'es à chaque entraînement avec eux. Ouais, tout le temps. Okay, explique-moi un peu, dans le fond, c'est quoi leurs entraînements, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme leur charge de travail. Est-ce qu'ils vont tous à l'école, ces gars-là? Oui. Même les gars internationaux, parce que eux, dans le fond, je veux dire, ça change rien pour eux, le cégep, là. Dans le fond, les jeunes sont obligés d'être inscrits, nous, au cégep pour pouvoir jouer au basket. Okay. Fait dans le fond, quand ils ont, mettons, un bac français, moi, il faut qu'ils passent leur cours. On prend les mêmes standards que les collégiales Division 1, où est-ce qu'on dit tu dois passer la moitié de tes cours. Mais lui, ça lui change quoi, dans le fond, le jeune? C'est juste de respecter le programme. C'est ça, ok. Mais je veux dire, parce que dans le fond, lui, il peut déjà aller à l'université. Il peut déjà aller à l'université, ça, ok, c'est ça. Lui, pour aller, même aux États-Unis, il y a déjà ce qu'il faut. Il y a déjà le prérequis, ok. Mais dans le fond, explique-moi un peu, ça ressemble à quoi une semaine de travail pour les gars? Disons, du lundi matin, genre, à partir de 6h du matin, qu'est-ce qui se passe jusqu'à partir dans 2 semaines, qu'est-ce que ça peut ressembler. Et puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle un peu des gars, de quelques gars en particulier qui s'en viennent du programme aussi. Là. Ok, parfait. Mais dans le fond, c'est simple, c'est qu'on a toujours des jours, des tours. Ça fait que le lundi, on va s'entraîner le matin de 7h à 8h15. C'est beaucoup de conditionnement. Par la suite, de 11h à 13h, ils ont une période d'études obligatoire pour tout le monde. D'accord? Donc, peu importe dans quelle équipe tu joues au cégep, tu dois être là de 11h à 13h. Et puis le soir, on fonctionne sur 2 blocs d'entraînement. Fait qu'il y a un groupe qui est en musculation de 18h à 19h30. L'autre est en gymnase de 18h à 19h30. Après ça, il y a un shift. L'autre groupe va à la musculation. Et l'autre groupe va en pratique. C'est quoi les groupes en tant que tel? Dans le fond, comment on fait, c'est qu'on fait 2 groupes d'entraînement. Dans nos 3 équipes du cégep, on les sépare en 2 groupes d'entraînement. Fait qu'on a tous nos gars du gold, puis nos meilleurs joueurs du collégial dans un groupe, et nos gars du silver et le deuxième tiers du collégial dans notre groupe. Fait que vous marchez pas en équipe, là. Vous marchez plus en genre c'est c'est pour développer les joueurs. Et voilà. Ok, ça a aucun. Mais est-ce que vous faites des set plays pareils, comme ça? Oui, tout le monde run la même chose. C'est ça. Mais la face, c'est que, comme je te dis, c'était pas. Admettons, par exemple, on va avoir un tournoi le week-end, on va dire que le collégial vous entraînez ensemble. Fait que dans le fond, au lieu d'avoir 2 pratiques, on a 3 pratiques d'1 heure. Ou est-ce que là, on dit, bon, aujourd'hui, c'est que chaque équipe a son bloc, puis on travaille. Mais le truc, c'est qu'en ayant ça, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'endort pas les jeunes. Parce que si je te mets dans ton groupe parce que tu domines, par exemple, c'est comme non. Mais quand tu as 2 groupes d'entraînement, chaque jour, quelqu'un vient te chercher. C'est ça. Tu es obligé, tu peux pas être dans une zone de confort. Puis c'est pas lui, moi je leur dis, moi je suis ton meilleur match-up. Tu comprends? Moi je vais venir te chercher à chaque entraînement. Fait que c'est ça qu'on fait. Mardi, dans le fond, c'est juste le goal qui s'entraîne le matin. Et le soir, bloc d'entraînement avec tout le monde. Mercredi, c'est travail individuel pour tout le monde. Après ça, période d'études. Et le soir, il n'y a rien. C'est un peu la cassure. Vu que lundi, mardi, c'est chargé. Et même principe. Jeudi et vendredi, c'est un copier-coller de lundi, mardi. Et le week-end, on est en tournoi, on est en déplacement. Fait que c'est un tournoi vers où, exemple, le Gold? Le Gold sont beaucoup vers Toronto et les États-Unis. États-Unis où? Parce que le nord-est. Donc, il fallait
quand même qu'on cible des distances qui étaient réalistes, qui se faisaient quand même bien. Vous faites ça comment? Vous faites ça... On fait ça en minibus. OK. On fait ça en minibus. C'est beaucoup du New York, du Connecticut, du Massachusetts. Il y a du calibre pareil là-bas. Exact. Mais okay. Je pense que l'une des meilleures conférences en ce moment aux États-Unis au niveau de prep school, c'est le NEPSAC, où il y a Brewster Academy, il y a Notre Dame Prep, Putnam Science, c'est des gros programmes en émergence. Ça, c'est dans quelle région? Dans, comment on appelle ça, le New England. Le New England, c'est Massachusetts, Connecticut. Mais Connecticut, c'est encore fort dans le fond, parce que je sais qu'il y avait des bons prep schools. Dans mon temps, il y avait St. Thomas More qui jouait. À chaque année, on les voyait jouer. Il y allait au St. New Tournament. Exactement. Puis il y avait St. Thomas More. Puis là, c'était comme puis je sais pas si c'était pas Carmelo Anthony qui était allé. Lui, Michael Beasley a joué là-bas. Ouais, mais où Carmelo est allé, c'est dans ces endroits-là aussi. Exactement. Fait qu'il y avait comme plein de joueurs qui sortaient de ces prep schools-là. Fait que là, vous jouez maintenant. Contre ces équipes-là. Mais c'est en tournoi. Dans le fond, c'est des showcase formats. Okay. Ça veut dire que, par exemple, Brewster, ce qu'ils aiment beaucoup faire, c'est que c'est un tournoi où est-ce que tu joues une game le vendredi, tu gagnes, t'avances finale le samedi. C'est 4 équipes, c'est des showcases à 4 équipes. Et t'es toujours garanti d'avoir des bonnes games. Tu vois? D'autres, ça va être, OK, on va dire, dans 2 semaines, on va à Notre Dame Prep à Putnam Science. On joue Notre Dame Prep chez eux. On joue Putnam Science. On revient. C'est pas des affaires comme les AAU de genre jouer 6 games dans 2 jours, je sais pas trop, là. Non. Est-ce que vous jouez avec le shot clock? Est-ce que vous jouez. Les règlements NCA. 40 minutes? Ouais, c'est 40 minutes. C'est 30 seconds shot clock. C'est les règlements NCA. OK. Quand on joue, dans le fond, les équipes prep school ont ces règlements. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que, il y a différentes classes dans le NEPSAC. Il y a le NEPSAC 3, où est-ce que c'est les 8 meilleures équipes du New England. Nous, c'est contre eux qu'on joue. Et après, t'as le 2A, puis le A, etc. Fait qu'on essaie vraiment de jouer contre les meilleurs. Ça doit jouer, là. Ah, c'est du basket. Sérieusement, là, ça doit jouer, parce que ces gars-là, tous les gars, c'est des gars division 1, là, ce que je peux comprendre, là. En même temps, Brewster, cette année, sur leurs 12 gars, ils ont 10 gars high major. C'est quand tu regardes High major, tu sais, les gars vont aller à Rutgers, les gars vont aller à West Virginia, les gars vont aller à North Carolina. Toutes les universités qu'on connaît, là. Exactement. Okay. Et voilà. Et puis nous, c'était un peu ça le but, c'est que quand on avait commencé ça, on s'est dit, il faut qu'on puisse aller là-bas et jouer eye avec eux, puis leur dire, hey, on est là, on existe. Et je pense que la première batch avec les Bouchers ont montré ça. Ils ont eu on a eu beaucoup. Chris Boucher, ouais, c'est ça, ok. Quand eux, ils ont commencé la première année, on a eu du succès contre ces équipes-là. On s'est dit, hey, c'est pas, c'est bon. Okay. Fait que, le but, c'est d'arriver. Je pense que cette année, en termes de où est-ce qu'on est rendu dans le programme, on peut jouer contre n'importe qui. Ouais. Mais je pense que même O'Kill et ces équipes-là. O'Kill, c'est ça, c'est là qu'il est allé Carmelo. Ouais. Voilà, O'Kill. O'Kill, on a joué contre San Francisco Academy cette année de Baltimore, qui compétitionne contre les Mount Ross, puis on les a battus. Fait que pour moi, on est rendu à ce stade-là où est-ce que nos jeunes comprennent que c'est ça qu'on recherche. Et la raison pour laquelle on ne croit pas à la Ligue, c'est qu'on se dit le meilleur niveau de compétition que tu vis, mais quand toi, nous, le but, c'est que tu passes à la prochaine étape. Quand tu vas arriver universitaire ou pro, si jamais tu te rends, ben, au moins, tu auras appris à compétitionner. Puis c'est là, maintenant, comme on leur dit toujours, c'est arriver universitaire, it matters. Là, ça compte. Et là, c'est là que justement, la préparation pour gagner tous les vendredis, tu vas l'avoir. Mais nous, on ne croit pas en ça parce que je pense qu'on est un tremplin vers ça. Fait que si on commence à mettre l'emphase sur gagner maintenant, puis se préparer pour battre Vanier, préparer pour battre Sainte-Foy, on sort complètement de notre truc. Ouais. Et moi, la beauté, c'est que si Quincy fait de la merde, aussi bon qu'il peut être, je dis Quincy, tu joues pas ce week-end. Parce que je m'en fous de gagner. Je suis pas payé pour gagner. Je suis payé pour te développer. C'est ça. Et c'est un peu ça que je trouve. Je trouve ça, c'est juste comme ça, sérieusement, moi, je trouve ça génial, là, parce que c'est quelque chose que moi, quand je coachais, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça parce que d'un côté, je reçois des formations sur le développement sportif, tout ça. Mais de l'autre côté, la ligue commence, tout ça, puis là, t'es comme, ça marche, il y a comme, surtout, plus ça va jeune, plus pour moi, j'avais une incompréhension. Fait que là, maintenant, puis c'est des choses que je fais même avec le projet Pur Instinct que je fais. J'essaie de pas rentrer dans cet univers-là. C'est pour ça que je t'en parlant aujourd'hui. Moi, il y a beaucoup de lumière qui s'allume sur des trucs que j'ai toujours voulu faire en tant que tel, en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'organisateur sportif, de penser un petit peu autrement, là, puis de voir c'est quoi la meilleure façon de développer des joueurs, dans le fond. Puis moi, je trouve ça intéressant ce que tu amènes aujourd'hui, parce que dans le fond, moi, ce que je regarde, puis au Québec, je trouve qu'on a un potentiel, il y a un potentiel d'athlètes ici, autant qu'ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il y a, on a, quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné, genre, il y a eu un beau Big Bang à un moment donné, là. Ben ici, on a reçu aussi du talent. Fait qu'il y a pas de problème. Puis on a la possibilité aussi d'avoir de l'immigration aussi qui va nous aider à essayer d'entretenir, de pas avoir juste un type de joueur. Fait que, quand même, c'est une place qu'on peut avoir ça beaucoup. Et on devrait être capable de sortir plus de joueurs, selon moi, puis pas juste des joueurs collégiales. Ça, je pense de joueurs NBA un jour. Je pense que c'est cool parce que je le sens dans ta tête, genre que toi, t'es comme,
un jour, il va y avoir des joueurs NBA qui sortent de Tedford. Puis je pense que c'est réaliste. Puis je pense qu'il faut penser comme ça. Mais pour y arriver, on peut pas utiliser la même chose qu'il y a 10 ans ou 15 ans au Québec. Parce que quand toi, tu t'en vas ailleurs, là, c'est pas la game qui joue. Tu comprends? Je veux dire, les preps puis des affaires comme ça, de où les gars, ils sortent, là. Ils arrivent NCAA. Pourquoi ils sont capables de jouer au calibre qu'ils jouent? C'est que, obviously, ils ont pas joué dans des petites ligues au secondaire. Là, en haut du AAU, mais je pense que même les preps, tout ça, ça joue, là, ça joue, puis les gars, ils s'entraînent, puis les gars, ça niaise pas. Là, fait, ça, je trouve que c'est une belle direction en tant que telle. Puis une des choses que je voulais savoir un peu à ce niveau-là, c'est que je sais que t'as eu... peut-être, je sais pas si c'était réel ou pas, mais il y a beaucoup de négativisme un peu au niveau de la communauté basket quand t'as commencé, parce que dans le fond, quand c'est parlé, t'étais comme, ouais, là, tel joueur s'en viendrait, j'ai reçu un appel 2 semaines plus tard, je voulais avoir ton avis, je veux pas nommer les personnes, tout ça, mais là, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que le joueur, on peut le nommer, là, Amy, est-ce que il est parti, puis est-ce que tu trouves ça correct? Puis j'avais dit, moi, je l'encourage à partir, en fait, là, c'est comme parce que je peux pas offrir ce que tu dis, genre, moi, je peux pas offrir ça, là, je n'ai que le secondaire, c'est très limité, là, c'est quelqu'un qui a des rêves, tout ça. Moi, j'aurais aimé être dans cette possibilité, avoir au moins cette possibilité-là quand j'étais collégial, de pouvoir faire des années comme ça, qu'est-ce que tu me parles? Je trouve ça très, très bien. Mais est-ce que t'as eu, genre, des bons défis au niveau personnel puis au niveau comme de la communauté, puis est-ce que ces défis-là est-ce qu'ils sont toujours existants pour toi ou est-ce que t'es comme passé à autre chose là? Le truc c'est qu'au début c'est sûr que quand tu commences un projet comme ça tu dois être capable de déjà prévoir et anticiper comment les gens vont réagir et nous c'était ça, il fallait qu'on trouve un moyen que si le Québec disait on les exclut, que ça nous affecte pas. Okay. On s'est créé un réseau où est-ce qu'on s'est dit peu importe ce qu'ils vont faire ça va pas nous toucher et comme j'ai toujours dit c'est sûr que sortir les gens de leur zone de confort, c'est comme je dis, l'inconnu fait peur, l'incertitude fait peur. Et nous, c'est un peu ça qu'on a apporté, c'est qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont et c'est quoi leur but. Et moi, ce que j'ai un peu déploré par rapport à toutes les critiques, c'est qu'il n'y a jamais personne qui est venu voir c'était quoi. Ouais. Fait que tout le monde est resté loin et a jugé, à pointer du doigt. Et ceux qui ont pris la peine, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Jacques Paiement, c'est que Jacques Paiement a dit, je vais aller voir c'est quoi. Et c'est le seul. C'est le seul qui a fait le 2h30 de route dans le parc des Laurentides à Alma, c'est ça, ouais. Pour venir voir. Okay. Et lui, il s'est rendu compte que non, et finalement, ils font quelque chose. Et moi, je pense que c'est un peu ça. Puis maintenant, t'as Coach Caldwell qui travaille avec toi. J'ai parlé à Coach Caldwell la semaine passée, puis il m'a dit qu'il était là pour voir les gars, tout ça. Il y en a quelqu'un qui joue à l'Université Laval. Fait que là, j'étais content de voir que t'avais un bon mentor avec toi. Comme je dis, c'est un gars aussi intègre que Coach Caldwell. Ça fait 3 années qu'on est à Tedford qui est encore là. C'est ça. Et qui s'implique de plus en plus. Je pense que quelque part, on fait quelque chose qui est bien. Et tout ça, moi, je me suis dit, et mon objectif, ça a toujours été de ne pas me concentrer sur les autres, mais plus de me concentrer sur ce que nous, on peut faire. Et même quand on recrute les jeunes et quand on leur parle pas de ce que quelqu'un ne peut pas faire pour eux. C'est beaucoup ce que nous, on peut faire pour toi. Et à la suite, tu décides. Le jeune a toujours le choix. C'est ça qu'on leur dit toujours, on n'a pas un fusil sur ta tempe pour te dire, tu viens à Tedford, sinon c'est terminé. Ouais. On te dit, voici ce qu'on peut faire. Maintenant, tu décides. Et c'est un peu ça. Et puis, je pense que maintenant, de plus en plus de gens, je pense qu'avec les résultats, c'est sûr que, comme je dis, si tu vas voir Pepsi, tu leur demandes si Coca-Cola c'est bon, ils vont te dire non, c'est de la merde, Pepsi c'est le meilleur produit. Mais je pense que ceux qui sont encore en compétition avec nous, beaucoup d'équipes Division 1 de la Ligue, ça va toujours de la diffamation, c'est la même chose. On s'attend à ça, on vient de le vivre justement récemment, des jeunes qu'on recrute à Montréal, parce que dès qu'il a dit qu'il venait chez nous, on appelle les parents, on insulte le programme, on les descend. Puis on a dit aux jeunes, ça allait arriver, maintenant c'est à toi de décider. Okay. Est-ce que tu vas écouter ou tu vas quand même prendre ta décision et venir chez nous, puis c'est toi qui vas voir par la suite, mais on a des preuves à l'appui que les jeunes qui viennent chez nous, peu importe ce qu'ils disent, qu'ils vont pas à l'école, mais c'est quand même bizarre qu'on a 27 étudiants universitaires en 5 ans. Et moi, je dis, s'ils vont pas à l'école, à un moment donné, ça va cracher, que ce soit à l'université ou quelque part. Fait qu'il y a beaucoup de choses que maintenant on est capable, avec le travail qu'on a fait, de juste montrer aux parents, aux jeunes, c'est des paroles. Et le pouvoir des paroles, c'est comment vous allez le prendre, vous qui allez décider si vous allez venir ou non. Puis on n'oblige personne. Puis comme tu expliquais, il y a tellement d'athlètes, il y a tellement de jeunes qui ont besoin de cette attention-là que si toi tu veux pas, c'est correct. Il y en a un autre à côté qui a besoin d'attention. Puis nous, c'est comme ça qu'on travaille. Non, mais de mon côté, je pense que de toute façon, c'est quelque chose que j'ai discuté à quelques reprises déjà. Je pense qu'au Québec, personnellement, tout de suite, je trouve on doit se mettre en phase de réflexion active. Le podcast en tant que tel, il sert un petit peu à ça pour moi, personnellement, parce que moi, même si le monde ne me connaisse pas tout le temps à 100%, dans mes affaires, qu'est-ce que je fais?
Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à plein de choses. Puis au niveau sportif, c'est un peu ma passion aussi de réfléchir à ce genre de choses-là. Puis je pense qu'au Québec, au niveau basket, il faut se poser des questions. Il faut se dire comment on peut faire pour être meilleur comme globalité. Et surtout, ne pas penser qu'il va y avoir un modèle unique pour le Québec. Là, parce que on l'a vu là, tout de suite, l'Ontario est en train de dominer le monde. Dans le fond, c'est fou. Là, comme nos voisins sont en train de complètement dominer la planète basket, là, parce qu'ils ont, pour dans une petite province, tout d'un coup, ils se ramassent avec des numéros 1, des numéros 10 du draft, là, puis là, il y en a d'autres qui sortent, il y a Barrett qui s'en vient, je sais pas si je connais Barrett un peu. Là, je suis comme, wow, il se passe quelque chose. Puis on peut pas penser qu'il va se passer la même chose à Montréal, Québec, parce qu'on est un peu plus loin des frontières, tout ça, mais en même temps, on peut penser qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire un petit peu mieux à ce niveau-là, je pense, pour le sport en tant que tel. Puis selon moi, ça va se passer à un meilleur mélange, dans le fond, entre les écoles, puis entre différents types de personnes vont être bons pour un programme comme toi. Mais peut-être qu'un joueur peut très bien se développer pour être en Division 1 dans NCAA ou jouer plus CIS, là, mais U-Sport. En jouant dans du collégial 3A, là, il y a plein on est plus capable avec les noms, il y a plein d'affaires, là. Mais disons collégial 3A. Mais chaque joueur il doit avoir un endroit pour chaque joueur, là, puis c'est ça que moi, je déplore un petit peu, c'est qu'avant, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'endroits pour des joueurs. Parce que si t'es un joueur qui est super intense, ben des fois, tu vas arriver genre collégial 3A, puis ça se pourrait que tu sois déçu. Moi, je me souviens, quand j'étais arrivé collégial 3A, je jouais du juvénile 2A, puis, dans le temps, c'était quand même du bon calibre, parce qu'il n'y avait pas tant de 3A, ça n'existait pas beaucoup. J'arrive au collégial 3A en pensant que les 12 joueurs qui allaient être là-bas, ils allaient être fous dans la tête comme moi, genre dribbler partout, shooter 2 heures par jour. Puis en fin de compte, on était juste 3 ou 4 sur 12. Il était pas 0, mais il était pas 12 non plus. Puis là, après un an, ben là, j'avais plus vraiment, il y avait du monde qui était parti, tout ça. Fait que il manquait d'adversité dans les pratiques déjà après un an de cégep. Alors que moi, j'avais seulement 17 ans. Il aurait fallu que je me fasse piler sa tête à cet âge-là beaucoup plus à chaque jour. Fait que là, c'est là que des programmes comme ça, je dis, ben peut-être que ça aurait été intéressant pour moi parce que tu te ramasses là-bas puis tu te rends compte genre dans l'univers puis tu vois, tu t'habitues un petit peu à jouer contre du calibre un peu quand tu t'en vas à Toronto puis à New York puis des places comme ça. Des choses qu'on n'a pas beaucoup, tu sais, des choses que quand tu regardes la télé, là, des fois, il y a des athlètes, là, je dis, tu peux pas reproduire ça, là, ici, là, il y a des choses qui se passent dans les gymnases aux États-Unis, on peut pas les reproduire, là, ici, je vais voir des parties, ça bloque pas les lancers tout partout dans le clé, ça donne pas n'importe quoi, mais quand tu t'en vas là-bas, c'est ça, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau d'intensité aussi. Les Américains sont reconnus pour jouer de façon très physique, tout ça. Ben, je pense qu'il faut reconnaître des fois que il y a plein de façons, dans le fond. Il n'y a pas une bonne façon, dans le fond. C'est pas à cause que vous, selon moi, c'est pas à cause que vous faites une chose que ça discrédite, dans le fond, ce qui se fait collégial 3 ou collégial 2A aussi, parce que moi, selon moi, le collégial 2A, il n'y a pas assez d'importance au collégial 2A au Québec. On pourrait sortir beaucoup plus de bons joueurs du collégial 2A pour jouer universitaire, disons, parce que c'est un endroit qui a des entraîneurs qui sont qualifiés, tout ça, puis qu'il y a une bonne disparité, ça peut jouer. Je trouve qu'on discrédite un petit peu trop vite les autres, tout ça. Alors, je trouve que c'est important c'est une réflexion que tu amènes aujourd'hui, puis j'espère que ça va la faire grandir. Je voulais savoir, dans le fond, est-ce qu'il y a des joueurs, dans le fond, que sans vouloir parler des joueurs qui sont tout seuls, parce que des fois les joueurs sont comme genre je veux pas qu'on les mette trop genre qui pensent sur des vedettes, là, y a-t-il des joueurs qu'on doit surveiller qui vont partir ou qui ont déjà signé des joueurs à des places de tel feu présentement, les prochains Chris Boucher, genre, ils ont un peu du monde qu'on va entendre parler. T'as-tu déjà des joueurs qui sont partis, qui sont signés déjà cette année? Ou, Dans cette année, on va avoir une batch de beaucoup de joueurs qui vont rester au niveau universitaire canadien. Je pense qu'Alain Louis, notre meneur, lui, il doit décider s'il veut rester au Canada ou aller aux États-Unis. Ça va dépendre de ce qu'il va faire au niveau de ses cours. Il doit finir son deck, il doit passer son SAT. Mais je pense que c'est Quincy, c'est un incontournable, ou est-ce qu'il a le talent pour le faire? C'est Quincy quoi son nom? Guerrier. Ok. Quincy Guerrier, dans le fond, il a fait l'équipe nationale l'année dernière. Un jeune talent prometteur qui continue à progresser, continue à comprendre. C'est un meneur? Dans le fond, c'est un ailier de 6 pieds 7. Ok. Un Chris Joseph, un peu dans le mot de Chris Joseph. C'est un joueur similaire. Je pense que là, oui, il y a une chance
de vraiment choquer les gens d'ici 2 ans, s'il Ok. est capable de tout mettre ensemble. C'est un génie au niveau de ce qu'il voit sur le terrain de basket, c'est un leader né. Je pense que lui, sa capacité de pouvoir lancer va le permettre d'amener ça au prochain niveau. Cool. Puis moi, je pense que c'est ça qui va être pour lui la différence entre jouer au Canada et jouer aux États-Unis. Puis moi, j'ai dis toujours à mes jeunes, ça sert à quoi de vivre si on peut pas rêver? Ouais. Mais pour pouvoir arriver à ton rêve, il va falloir que tu mettes certaines choses en place pour pouvoir y arriver. Pas juste le rêver de rester assis, ça va pas se passer comme Non. ça. Et c'est un peu ça, mais je pense qu'il n'y a rien qui est impossible. Puis moi, je suis beaucoup dans l'histoire des underdogs, c'est comme Chris. Il y a quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, ce jeune-là ne va jamais pouvoir jouer NCAA. Parler de la NBA, c'est de lui mentir, c'est tabou, c'est un rêve. Et moi, à la fin de la journée, c'est que les jeunes, dans les situations idéales, puis avec le mindset idéal, ils peuvent réaliser des choses. Et je pense que c'est ça que le Québec doit changer. Arrêter d'être conservateur, arrêter de se dire que c'est pas possible. Et en tant nous que les joueurs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer tous les jours. Et je pense qu'au niveau du Québec, c'est que on s'est assis puis on s'est dit, bah, c'est ça, puis on accepte comme ça. L'Ontarien, non. L'Ontarien, c'est comme, OK, on va être les meilleurs du monde, on va tout faire pour être les meilleurs du monde. C'est un peu comme des Gaulois. Et le Québec, c'est qu'on est toujours sur la réaction. On attend de voir si ça marche, après on réagit. Au lieu d'être proactif par rapport à ça, c'est que nous, on a arrêté de se fier un peu à ce qui se faisait. Et comme tu disais, c'est super intéressant parce qu'on dit toujours à nos jeunes qu'on les recrute, si tu veux travailler, viens. Sinon, tu peux aller ailleurs, et je connais plein d'endroits que tu es dans ta zone de confort, puis tu vas quand même te développer. C'est pas tout le monde qui a besoin du feu dans ses fesses pour pouvoir avancer, mais ceux qui viennent chez nous, c'est qu'on te dit déjà d'avant, c'est ça que tu vas avoir. Est-ce que tu veux dealer avec? C'est toi qui sais.